L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, le carnage continue jusqu'à toucher la propre famille du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Sa sœur a trouvé la mort dans une frappe aérienne à l'ouest de l'enclave. Depuis le début de l'agression sioniste, Haniyeh, il faut le savoir, a perdu 17 membres de sa famille et plusieurs autres seraient encore sous les décombres à l'heure où nous parlons. Et puis l'autre sujet du jour, c'est un homme libre que Julian Assange est monté dans un avion cet après-midi à l'aéroport de Stansted en partance pour l'Australie, son pays natal, après plus de 1901 jours détenu dans une prison de haute sécurité, la fameuse prison de Belmarsh, isolé dans une cellule 2 sur 3 mètres. On va essayer de discuter, d'échanger autour des dessous d'une libération attendue depuis environ 5 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que le résultat arrive après une longue période de négociations avec le ministère américain de la Justice, qui a donc abouti à un accord, pas encore formalisé ou finalisé. On en parle ce soir. Début des échanges dans quelques secondes. Deux thématiques donc à vous proposer ce soir à l'échiquier international qu'on traitera avec le journaliste d'investigation et spécialiste des médias Olivier Mukuna qui interviendra à partir de Bruxelles. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci. Alors Olivier, je le disais, la violence sioniste n'épargne personne, on frôle les 40 000 morts et pour la seconde fois, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, est touché dans sa propre chair et au sein même de sa famille. 17 membres de sa famille, justement, ont perdu la vie ces dernières heures dans des bombardements. On peut parler d'une exécution car on doute que l'armée sioniste ignora les occupants de cette maison qu'ils auraient visée, qui se trouve à l'ouest de Raza. Oui, en effet, c'est pas la première fois que Ismail Haniyeh perd des membres de sa famille, voilà, dans sa résistance à l'occupation et au génocide qui est en train de commettre Israël depuis maintenant déjà plus de 8 mois. Julian Assange, on l'a dit, c'est le second sujet du jour. Julian Assange, enfin libre. Peut-on parler d'une victoire de cette mobilisation mondiale qui s'est formée au fil de ces 5 ans où il y a eu une bataille juridique? Certains parleront d'une équation juridique plutôt exceptionnelle à plus d'un titre. Donc, première question qu'on a envie de vous poser, Olivier Mukuna. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'on vous a appris que Julian Assange était enfin libre? Nous avons des soucis de communication avec Olivier Mukuna. On va tenter de le joindre dans quelques secondes. En tout cas, on reste encore, on terminera l'émission avec justement la thématique d'Assange. On tentera également de connaître les dessous d'une libération qui était attendue. Donc Assange, au fil, on me dit que Olivier Mukuna est avec nous. Olivier, vous m'entendez ? On tente de le joindre, ça pose toujours problème. Alors, je le disais, Assange, une icône au fil du temps, le symbole même du journaliste armé de son éthique et son ordinateur portatif, scrutant et dénonçant donc les travers de l'Empire. Olivier Mukuna, vous m'entendez ? Oui, on a quelques problèmes techniques, mais je vous entends maintenant. Alors, Olivier Mukuna, je vous posais la question, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que Julian Assange était enfin libre ? Ben évidemment, comme beaucoup de gens à travers le monde, plutôt un grand soulagement. Un grand soulagement pour lui. Ça fait 5 ans d'emprisonnement selon les lois terroristes et en fait 15 ans d'emprisonnement en ambassades différentes, etc. Donc ça fait 15 ans de combat qui s'arrête là maintenant et avec une liberté sans doute et un retour pour lui en Australie. Donc évidemment une joie immense. Maintenant, il y a plusieurs questions qui vont se poser. Moi, je suis heureux pour Julian Assange et sa famille et tous ses proches qui l'ont soutenu, ses parents, etc. Mais maintenant, évidemment, toute la question de la liberté de la presse et de comment on peut dénoncer des choses en tant que journaliste et en tant que lanceur d'alerte, quelque part là, il n'y a pas de victoire, quoi. Là, on est vraiment... Il y a eu un deal qu'on peut comprendre entre Julian Assange et les autorités américaines pour
qu'il puisse enfin être libre. Mais du point de vue de ce que Julian défendait, j'attends de voir comment il va se remettre des tortures qu'il a subies, bien sûr. Mais évidemment, le combat continue. On a l'impression que vous nous décrivez une victoire en demi-teinte, Olivier Moukouna, lorsque vous évoquez la libération de Julian Assange. Vous dites qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes plutôt sceptique quant à l'avenir judiciaire de Julian Assange? Mais écoutez, oui, en fait, moi, j'attends de voir déjà comment va se finaliser ce deal, si vous voulez, passer entre Julian Assange et les autorités américaines pour qu'il soit jugé sur un territoire américain, condamné à un certain nombre d'années de prison qu'il a déjà faites, en fait, et donc il serait libéré et il pourrait rentrer en Australie. J'attends de voir si ça se fait exactement, parce que vous le savez comme moi, on ne peut pas vraiment toujours avoir confiance dans la parole et le discours public américain. Ça, c'est le premier élément. Et alors, le deuxième, c'est que moi, je comprends tout à fait que Julian Assange ait dû passer ce deal pour enfin être libre et enfin avoir une vie normale et retrouver ses proches. Maintenant, le message contre la liberté de la presse pour la dénonciation de choses extrêmement graves auxquelles se livrent les États, eh bien, on a pris un coup parce que finalement, Julian Assange a été obligé de passer ce deal pour retrouver la liberté. Alors que je rappelle, il n'avait rien fait, il n'avait commis aucun crime. En fait, c'est ceux qui ont poursuivi Assange qui devraient maintenant être poursuivis et condamnés à un moment donné à de la prison pour avoir torturé un journaliste qui n'a simplement fait que son travail avec ses capacités et son réseau Wikileaks. Alors Olivier Moukouna, vous avez évoqué des tortures qu'aurait subies Julian Assange, on le rappelle, emprisonné pendant 5 ans dans une cellule plutôt exiguë au sein d'une prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, mis à l'isolation 23 heures sur 24, une mise en liberté qui arrive donc ce matin suite à une longue période de négociation avec le ministère américain de la Justice. Un accord pas encore formalisé, mais on sait qu'Assange a plaidé coupable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les dessous de cette mise en liberté, puisque vous le dites clairement, que les soucis avec la justice américaine sont loin d'être terminés. Oui, si vous voulez, ce qui s'est passé avec Julian Assange et la justice américaine, c'est ce qui se passe souvent aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on fait des deals où la personne n'est pas d'accord qu'elle est coupable, mais elle va plaider coupable. Comme ça, c'est plus facile pour une condamnation. Et comme disait un de mes collègues journalistes ici, tout le monde, si vous voulez, sauve la face, garde la face. Que ce soit la justice américaine qui voulait condamner Assange, que ce soit ceux qui soutenaient Assange et qui ne voulaient pas qu'il soit condamné à encore 1 an de prison ou encore un seul jour de prison. Donc voilà, pour l'instant, je dirais, il n'y a pas de secret dans le deal, mais est-ce que ce deal va aller jusqu'au bout? Ça, c'est ma crainte. Ça, c'est une chose. Donc, par exemple, il soit de nouveau emprisonné devant le tribunal auquel il a été jugé, que finalement, il décide de le garder en prison là-bas. Pourquoi pas? Bon, tout le monde me dit que non et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Moi, je trouve que depuis le début de cette affaire, c'est-à-dire depuis 15 ans, la justice n'a jamais été du côté d'Assange. Donc, aujourd'hui, ça va changer. J'attends, je demande à voir. Et puis, bon, Julian Assange représente un combat. C'est-à-dire la liberté de la presse, pouvoir dénoncer, y compris les États puissants, s'ils commettent des crimes et des choses atroces, contraires au droit international. Eh bien, excusez-moi, mais le message, il est passé avec ce qui arrive à Julian Assange. Je ne pense pas que demain, un autre journaliste occidental ou autre va vouloir enquêter sur des choses inavouables auxquelles se livrent les États-Unis. Ça, je crois que le message est passé. Il n'y a aucun journaliste qui a envie de subir 15 ans de prison, des tortures relatées par le rapporteur des Nations Unies. C'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un des Nations Unies qui a été visité à Assange et qui a dit qu'il a été torturé. Au fond, vous dites on a voulu en faire un exemple. Ah, complètement. Ah, mais ça je maintiens, évidemment. Si vous voulez, cette affaire aurait dû se régler en, je dirais, maximum 3 ans. Maximum. 2 à 3 ans. Là, on est à 15 ans, 5 ans en prison de haute sécurité spéciale pour terroristes. Non, écoutez, il y a vraiment eu une volonté de l'Amérique avec, je rappelle aussi, la justice anglaise complètement aux ordres. Un féodé. Un féodé qui a fait durer la chose pendant 5 ans. Alors, on a volé 5 ans d'avis de Julian Assange et de sa famille, et il a été obligé de passer un deal comme
s'il était coupable, comme s'il était criminel, alors que je le répète, je ne veux pas faire du purisme, mais d'un point de vue journalistique, j'estime que c'est important. Julian Assange n'est coupable de rien. Il a informé des pratiques de l'armée américaine. Alors on va en parler justement. Assange se battait donc depuis 5 ans pour ne pas être livré à la justice américaine, laquelle le poursuivit pour avoir rendu public à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Parmi ces documents figure d'ailleurs une vidéo montrant des civils irakiens tués par des tirs d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2007, je crois, sans parler des photos humiliantes dans des postures avilissantes au sein de la prison Abu Ghraib. Assange a-t-il commis, c'est ce que vous nous dites au fond, a-t-il commis le crime de lèse-empire ou de lèse-mondialisme? A-t-il eu l'outrecuidance de vouloir faire appliquer la loi internationale sur les armées de l'OTAN? C'est ça qu'on lui fait payer au fond. Absolument, voilà, c'est tout à fait un bon résumé. On lui fait payer effectivement le fait qu'il ait eu accès à des informations qui montraient que les États-Unis mentaient sur leurs pratiques et tuaient même des innocents, y compris que l'épisode que vous avez rappelé, il y a 2 journalistes irakiens qui travaillaient pour Reuters qui ont été tués en même temps que voilà de cette frappe. Et c'est l'enquête a démontré qu'il savait tout à fait qui c'était. Donc, je veux dire, il tue les civils comme ça gratuitement. Il les torture, c'est la prison d'Abu Ghraib. Hillary Clinton écrit des mails que Wikileaks et Julian Assange ont dévoilés, où elle se félicite de tout cela. Elle dit qu'il faut continuer à utiliser la torture parce que pour avoir du renseignement, c'est important, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est du journalisme. C'est important que les gens le sachent, y compris dans le monde entier. Et effectivement, les États-Unis ont estimé que, au-delà du secret défense auquel on fait dire ce qu'on veut, ils ont estimé qu'il fallait plus qu'il y ait un Julian Assange numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et voilà pourquoi il a subi tout ça. Alors finalement, Assange n'aurait pas été emprisonné. C'est ce que nous disent en tout cas ses défenseurs, n'aurait pas été emprisonné pour ses propres crimes, mais d'avoir exposé les crimes des autres, de l'armée américaine en premier lieu, sous la présidence de Bush et l'armée britannique lorsque Tony Blair était aux affaires. Est-ce qu'on a l'impression qu'on voulait, vous nous avez dit tout à l'heure, qu'on a voulu canaliser ou en tout cas enrayer le fameux phénomène des lanceurs d'alerte? À l'époque, il y avait ce phénomène au sein, par exemple, du lobby pharmaceutique, au sein du lobby de l'armement. Il y avait beaucoup comme ça des citoyens qui étaient pris d'une conscientisation et qui dénonçaient les travers de leur industrie respective. Et Assange a un peu payé peut-être pour toute cette série de témoignages en interne de la machine industrielle ou militaro-industrielle ou des lobbies aux États-Unis. Oui, je pense que tous ceux qui voulaient que Julian Assange soit extradé aux États-Unis et condamné à 175 ans de prison, évidemment voulaient aussi que Assange ne soit pas un exemple pour des lanceurs d'alerte. Et il faut faire la distinction entre lanceurs d'alerte et journalistes. Les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui sont des insiders à l'intérieur d'une entreprise ou d'un milieu sensible et qui estiment que, de par leur conscience, ils doivent dévoiler des infos secrètes auxquelles ils ont accès parce que ça intéresse le grand public. Donc, vous voyez, Olivier Boucouna, pardon. Les encourageait. Je vous laisse poursuivre. Alors, dans cette histoire, vous avez raison, il ne faut pas confondre les lanceurs d'alerte et les journalistes. Dans cette histoire, le journaliste, c'est Julian Assange, et le lanceur d'alerte est Chelsea Manning. Voilà, c'est ça, tout à fait. Exactement. Poursuivez, allez-y. Oui, et donc je voulais dire que, évidemment, Julian Assange, et d'ailleurs le défend toujours, même si pour l'instant, on attend qu'il s'exprime, évidemment, comme tout journaliste, on aimerait bien l'interviewer, mais il défendait, donc, et à mon avis, il défend encore, le fait que tout le monde, à un moment donné, un lanceur d'alerte peut faire un travail journalistique de recoupement ou de divulgation des sources, tout en n'étant pas journaliste. Et alors, il se présente comme lanceur d'alerte. Bon, voilà, le fait que Julian Assange défendait les lanceurs d'alerte et a travaillé avec Manning comme avec montre à quel point, en tout cas, c'est ça qui a irrité très fortement
les dirigeants américains, plus que la justice, je dirais le lobby militaro-industriel et les hommes politiques, il fallait absolument faire un exemple avec Assange et que les exemples arrêtent de se multiplier, effectivement. Mais je constate, si vous voulez, que Biden, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, ces derniers jours, avant qu'on apprenne la bonne nouvelle, Joe Biden disait qu'il avait écouté la doléance de l'Australie qui demandait de libérer Assange immédiatement. Donc, c'est deux alliés qui se parlent, hein. L'Australie et l'Amérique sont alliés, mais voilà, l'Australie retrouvait son citoyen Julian Assange et voilà, il comprenait qu'il fallait que ça s'arrête. Le monde entier savait que Julian Assange était victime d'une injustice, n'avait rien fait sinon informer les gens de choses vraies. Et donc, à un moment donné, ceux qui voulaient l'enfermer ou le condamner à 175 ans de prison ont dû visiblement reculer ou se sont fatigués. Mais moi je dis, restons vigilants, parce que il faut que cette condamnation qu'il va avoir sur un territoire américain, sur une île, j'ai oublié le nom exactement, mais enfin bon, voilà, une justice un peu extraterritorialisée, même si c'est les États-Unis. On va voir si ça se passe bien comme entre guillemets, la BBC ou les autres médias l'ont dit. C'est-à-dire, il va être condamné à un certain nombre d'années, qu'il a déjà purgé, qu'il a déjà fait, et donc, il sort de ce tribunal libre et il rentre en Australie. Moi, je veux que ça se passe comme ça. Et si ça se passait autrement, alors l'affaire Assange continue. Alors, Olivier Mukuna, on parlait à l'instant des lanceurs d'alerte. On a parlé de Chelsea Manning qui a divulgué donc les documents Julian Assange sur la coulisse de l'armée américaine ou l'administration militaire américaine, notamment dans sa croisade en Irak ou en Afghanistan. On peut parler également de ces lanceurs d'alerte comme Snowden. C'est étrange quand même. Ce sont les héros de cette époque, mais pourtant, ce sont des héros qui ne trouvent pas leur liberté au sein des États-Unis, comme pourtant stipulé dans les films, mais qui trouvent leur liberté ailleurs. Snowden trouve sa liberté en Russie. Assange se précipite de prendre son avion et de partir de l'Angleterre de peur que la justice américaine le rattrape. On vit quand même dans une époque étrange. Alors je vous pose ma question, peut-on craindre par exemple pour la sécurité de Assange dans un futur proche par exemple? Oui, moi je trouve qu'il doit toujours faire attention parce que voilà, Julian Assange est un homme courageux qui a tenu pendant 15 ans sous un régime de torture psychologique et physique. Moi, je pense que maintenant, il va se remettre, il va se reposer auprès de sa famille, il va retrouver de l'énergie, mais il va retrouver son courage, à mon avis, de parler à un moment donné et de s'exprimer. Et donc, oui, je pense que Julian Assange reste en danger de mort, parce qu'il y a des gens qui auraient voulu le voir en prison et qui ne veulent évidemment pas qu'il parle. Donc, oui, il faudra que l'Australie garantisse sa sécurité, puisque c'est là qu'il va normalement rentrer quand il sera libre. Il faudrait que les autorités australiennes garantissent complètement sa sécurité et qu'il puisse réellement s'exprimer. Parce que je veux juste faire une incise, mais l'affaire Assange, c'est aussi si vous voulez, l'échec des médias occidentaux mainstream qui se prosternent toujours devant les États-Unis. Vous voyez, tant qu'Assange est libre, en 2010, quand il révèle, etc., il est présenté comme un journaliste qui fait du bon boulot. Et vous avez une série de médias mainstream, la BBC, The Guardian, etc., Le Monde, etc., donc européens, qui relayent ces enquêtes, le présentent comme on doit le présenter, c'est-à-dire un des grands journalistes de cette époque. Et puis, dès qu'il est enfermé dans l'ambassade équatorienne à Londres, il retourne en veste, les médias mainstream européens, et il commence à donner du crédit aux accusations bidons de viol qui venaient de la Suède, de gens qui voulaient évidemment le descendre, et tout type de diffamation, et puis il ne l'appelle plus journaliste. Et puis il s'en désintéresse complètement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même entre guillemets la nouvelle internationale de premier plan, la couverture des médias mainstream francophones. Hein. C'est tout juste, voilà, il a purgé sa peine, le criminel peut enfin sortir. Quoi. Alors, c'est présenté comme ça. Alors Olivier Mukuna, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien également, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Raza et Julian Assange?
en ce sens qu'on a tellement reproché aux médias mainstream occidentaux d'avoir raté complètement l'information, l'éthique, la charte de Munich à l'endroit de Raza, que c'est une manière aussi de lâcher du lest en disant nous ne sommes pas tout à fait les porte-voix d'un système totalitaire puisqu'on relâche Assange. Est-ce que c'est pas une manière aussi un peu de contrecarrer toute cette pluie de critiques, tout ce tombeau de critiques à l'endroit des médias mainstream qui ont orienté leur information à travers le génocide de Raza? Écoutez, moi, ce que vous dites là, moi, je le mettrais à un niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau politique et au niveau où on sait bien que la justice anglaise est complètement inféodée, était politisée dans cette affaire. Donc, au niveau politique, donc au niveau de Biden, au niveau de Sunak, au niveau etc., pour moi, ça s'est exactement passé comme vous le dites. C'est-à-dire, on doit lâcher du lest quelque part parce que, effectivement, on finance un génocide à Gaza et on défend Israël quoi qu'il fasse, alors qu'on leur a dit il y a des lignes rouges, il y a des lignes jaunes, etc., ils les franchissent tous. Le droit international est violé et bafoué tous les jours. Il faut qu'on montre quelque part qu'il y a quelque chose de démocratique chez nous. Ah oui, Assange, bon, ben on va le libérer. Voilà. À mon avis, ça s'est passé comme ça, mais ça n'a rien. Les médias, si vous voulez, eux, ils attendent les ordres. Hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les médias occidentaux, que ce soit sur Gaza ou que ce soit sur Assange, ils attendent. Le nombre, si vous voulez, alors je terminerai par là, le nombre de médias indépendants qui ont chaque jour parlé de Assange comme il fallait en parler, c'est-à-dire que c'est un scandale chaque 24 heures où il était emprisonné. Les médias mainstream occidentaux, personne n'a fait ça depuis 5 ans. Personne. Donc, voilà, ils ont parlé aujourd'hui de Julian Assange, parce qu'ils étaient obligés, mais je vous le dis, comme un criminel qui avait fait son temps de prison et que maintenant, c'est normal, il doit être libéré, quoi. Alors, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est étrange, en plus, aucun pays ne s'est proposé à l'accueillir, ni la France, ni aucun pays européen, alors que parfois, on tend la main à des douteux militants qui se battraient quelque part au Moyen-Orient et qui sont toujours inféodés par des ONG américaines, des ONG inféodées à l'Empire. Mais pour Assange, il n'y a pas eu foule pour lui procurer un asile. Non, et je prendrai juste cet exemple-là, mais effectivement, il n'y avait personne. Et je me souviens, en 2015, Julian Assange a demandé très officiellement, en envoyant une lettre à François Hollande, qui était président de la France, vous êtes le garant de la France, le pays des droits de l'homme, des droits humains, accueillez-moi comme réfugié politique, je demande l'asile politique en France. Très bien. Merci. Eh ben, Hollande n'a jamais répondu. Merci Olivier Mukuna, on arrive à la fin de notre échange. Merci d'avoir été des notes pour l'échiquier international du jour où on s'est consacré à Assange et à la disparition de la famille de Haniyeh. Je vous dis à très bientôt Olivier Mukuna et encore merci. L'échiquier international arrive à sa conclusion. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite la suite des programmes sur 24 News et je vous retrouve dès samedi. D'ici là, portez-vous bien.